L'homme n'a pas toujours été un bâtisseur. Autant sa survie dépendait de la chasse, il était nomade et s'est contenté pour s'abriter dans des cavernes ou des refuges précaires dans les forêts. Mais lorsqu'il y a 9 ou 10 milliers d'années, il découvrit l'agriculture. Il put pour la première fois s'offrir les luxes d'une habitation fixe. Dès lors, l'architecture est née. Ces progrès furent lents. Les fondements de l'architecture devaient s'apprendre par des essais et erreurs. Il fallait inventer les outils et les fabriquer, trouver les matériaux et les transporter, acquérir une technique et la développer. Certaines civilisations progressaient régulièrement et résolvaient leurs problèmes au fur et à mesure qu'ils se posaient. D'autres se voyaient arrêtés parfois pour des siècles faute de posséder ou maîtriser quelques éléments indispensables. La roue ou la fonte du fer, ou beaucoup plus tard l'arc. Peu à peu cependant, le processus s'accéléra. L'homme s'est découvert un talent naturel de bâtisseur. Le même instinct qui pousse l'enfant, presque avant de savoir marcher, à empiler des blocs, conduisit l'homme à tenter des expériences de plus en plus audacieuses. Des nouveaux défis appelaient de nouvelles réponses et les temps a mené une augmentation croissante des connaissances. Les ambitions humaines aussi s'est mises à croître. Après s'être construit une maison pour y vivre, l'homme s'est pris à songer à une tombe où il pourrait être enterré, à un monument grâce auquel son souvenir subsisterait, un palais pour son gouvernement, à un sanctuaire où lui-même et ses compagnons pourraient honorer leur Dieu. De tels édifices devaient, de par leur essence même, être construits pour durer, pour impressionner. Et c'est ainsi qu'à la boue séchée succédèrent le bois, la brique, la pierre et enfin le marbre. L'invention de l'arc permit celle de la voûte, puis du contrefort et de la coupole. Entre-temps, l'architecte était devenu un artiste. Il s'était rendu compte que si brillant que fut le travail des peintres, des sculpteurs, des stucateurs et mosaïstes qui embellissaient son travail une fois terminé, la beauté ainsi créée était essentiellement décorative et superficielle. Il réalisa que les artistes utilisaient ces structures de base comme un canevas, ou au mieux, comme une ossature destinée à mettre leur propre virtuosité en valeur. La véritable beauté architecturale était essentiellement différente et une œuvre réussie avec quelque chose de plus abstrait. Pour faire de la bonne architecture, il fallait que la qualité vienne des lignes, des proportions et des perspectives du bâtiment lui-même. Celui-ci devait révéler au spectateur une logique interne, à laquelle était subordonné chaque détail, relié de manière spécifique à chacun des autres et en ensemble. Cette logique interne était évidemment dans une certaine mesure mathématique, mais pas entièrement. Les Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ qui découvrirent les lois de l'harmonie architecturale mieux qu'aucun peuple avant ou après eux, ils savaient que l'œil humain est non seulement faillible, mais aussi crédule. Pour obtenir de meilleurs résultats, l'architecte devait apprendre à se concilier ses dispositions, à en tirer parti à son avantage. De là vient l'invention des lantasies, une technique d'architecture qui consiste à bomber légèrement le flux des colonnes. En effet, pour composer l'effet d'optique qui fait paraître concave une colonne strictement rectiligne, les Grecs créèrent délibérément une enflure au milieu de leur colonne. Et l'artifice se révéla si profitable qu'il s'est vu ensuite étendu aux lignes horizontales. En examinant leurs plus grands édifices, les Parthénons, on constate qu'il n'y a dans tous les bâtiments aucune ligne qui soit véritablement droite. Mais l'architecture est un art. Elle est aussi essentiellement fonctionnelle, contrairement à la musique, à la peinture ou la poésie lyrique, qui bien qu'on puisse occasionnellement leur donner une raison d'être, sont en elles-mêmes leur propre et suffisante raison d'exister. L'architecture n'est pas une chose gratuite. Il ne suffit pas que l'architecte construise un beau bâtiment comme un peintre pourrait exécuter un tableau ou un musicien composer une symphonie. Le travail de l'architecte doit aussi répondre aux buts pour lesquels il a été conçu. Si ce n'est pas le cas, si momentanément les considérations esthétiques l'emportent sur les considérations pratiques, au point que l'édifice, dans une certaine mesure, manque son but, il cesse par là même d'être un travail architectural. Il n'y a pas de grande architecture qui ne soit aussi une architecture réussie. Cet aspect fonctionnel fait de l'architecture la moins appréciée des arts. Et c'est là aussi l'abondance, la trop grande abondance d'œuvres. Nous avons, en effet, besoin d'architecture pour vivre. Nous en voyons partout.
et tout le temps autour de nous. Et parce que nous en voyons tout le temps autour de nous, nous avons tendance à ne plus la voir. Nous la considérons comme allant de soi. Mais notre sensibilité ne réagit pas devant elle de la même manière que lorsque nous nous trouvons devant une peinture ou une sculpture. Et c'est si fort bien ainsi. Peu de gens ont la chance d'habiter dans des villes vraiment belles, comme Rome, Venise ou Bath. Pour ceux d'entre nous, sont obligés de vivre entourés d'une foule de bâtiments, médiocres ou même atroces. Une certaine atrophie du sens esthétique devient, en l'occurrence, aussi bénéfique qu'inévitable. Mais cela ne signifie pas que nous puissions, quand nous le voulons, affiner ses sens. Le fait qu'il y a tant de mauvaises architectures autour de nous rend plus extraordinaire encore l'apparition d'un bâtiment remarquable, à un endroit où on s'y attend le moins. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Prière de nous laisser des commentaires, ça nous encourage aussi. Et par là, abonnez-vous massivement pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, la chaîne Kara Architecte. Alors, maximisez les pouces j'aime pour nous encourager encore. À la prochaine avec un nouvel épisode qui va encore nous parler, encore nous éveiller. Ciao, ciao!